Bonjour à tous et bienvenue dans le 12e des prix de la saison consacré à un Grand Prix de Grande-Bretagne qui postule directement au titre de Grand Prix de la saison 2025. Le circuit, l'ambiance, les qualifs absolument incroyables et la course phénoménale dans ces conditions changeantes. Ouais, c'était la folie ce week-end encore une fois à Silverstone et on va essayer de tout décrypter. Et dès le matin, avec les courses de Formule 2 et de Formule 3, on avait compris que la journée serait complètement folle. En F1, il ne pleuvait plus depuis une grosse demi-heure au moment où on s'était lancé pour le tour de formation, mais tout le monde était en intermédiaire, alors que la piste n'était plus du tout mouillée, c'était complètement sec, sauf dans les tout derniers virages où là, c'était à l'inverse complètement trempé. Plusieurs pilotes décident alors de rentrer dès la fin du tour de formation et de séparer direct le Grand Prix en deux stratégies. Je trouve que le pari était on ne peut plus logique quand on voit l'entièreté du tour de formation, enfin presque. Et il faut noter que la ligne d'entrée des stands, elle est avant les deux virages qui étaient le plus trempés, ce qui rend à mon sens le pari encore plus logique, même si au final, seulement un quart de la grille, 5 pilotes l'ont tenté. Russell, Leclerc, Hadjar, Biermann et Bortoleto. Ils seront rejoints par Antonelli sous la VSC un tour plus tard et au début, dur de savoir qui est le plus rapide parce que il y a des endroits où c'est complètement trempé, d'autres non et surtout il y a deux VSC qui on va dire perturbent un petit peu le début de la course. D'abord une à cause de Lawson, un sandwich en fait entre Ocon, Tsunoda et Lawson qui va mettre fin à la course du Néo-Zélandais et pour moi vraiment c'est un incident de course, c'est la classique quand trois pilotes sont de front et celui à gauche et celui à droite n'ont aucune idée qu'ils sont trois, ce qui était le cas de Tsunoda et Lawson. Ocon lui se rend compte qu'il y a un problème et quand il freine, c'est déjà trop tard, donc rien à dire. Et la deuxième VSC, quelques minutes plus tard, c'est pour Bortoleto qui a perdu sa Sauber, lui qui était en pneu sec, le rookie sur une piste complètement détrempée dans les premiers virages. Une fois la course vraiment repartie, vraiment lancée, on se rend compte qu'en fait c'est trop mouillé, notamment dans le secteur 3, et donc les pilotes qui ont tenté le pari perdent beaucoup trop de temps, jusqu'à environ le 7e, 8e tour, où ça y est, c'est le moment de la bascule, ça s'inverse, ils sont plus rapides, les intermédiaires commencent à se dégrader, mais la pluie menace très clairement au loin, et elle revient violemment aux environs du 10e, 11e tour, et donc finalement le pari du tour de formation est définitivement perdu dès le 10e, 11e tour, puisque tout le monde doit rentrer au stand rechausser des pneus intermédiaires. Au même moment, Piastri passe Verstappen pour la tête de la course. Max commence à galérer et va faire une erreur qui permet à Norris, qui était pressant, de passer également. Mais dans la foulée, les trois pilotes plongent au stand. Double arrêt chez McLaren. Trop long pour Lando Norris qui permet à Verstappen de repasser devant. Et alors que le Britannique est menaçant sur la Red Bull, et bien d'un coup, au 14e tour, safety car, sans qu'on nous ait annoncé de raison officielle, mais clairement, c'est parce qu'il pleuvait trop. Et là, clairement, c'est un point qui a frustré pas mal de monde lors de la course hier. Première question, à quoi servent les pneus pluie? Bon, on a la réponse, à rien. C'est des pneus qui en ce moment ne sont pas suffisamment adaptés pour être roulés en course, très clairement. Et ensuite, aucun pilote n'avait demandé à stopper le Grand Prix. On n'avait pas eu de radio, en tout cas pas diffusé, disant que c'était trop dangereux. Et donc je trouve qu'on aurait pu les laisser courir encore. Il pleuvait, ça allait. Il y a peut-être eu un moment où c'était un peu chaud, mais bon, bah voilà, c'est aussi la course. J'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu trop préventif. Et en tout cas, c'est venu modifier artificiellement la course, alors qu'on pouvait peut-être encore la laisser se dérouler, je trouve. La relance se fait 4 tours plus tard au 18e tour, mais elle ne va quasiment rien changer car elle ne dure qu'un demi-tour jusqu'à ce qu'Hadjar rentre dans Antonelli à cause d'une visibilité affreuse à Copse et finisse avec un très gros choc dans le mur. Comme quoi aussi peut-être que regrouper les pilotes et donc faire du spray pour Hadjar qui était dernier qui voyait plus rien, c'était peut-être encore plus dangereux que simplement les laisser faire sous la pluie. Bon, je sais pas, s'il y avait eu un gros accident, on n'aurait certainement pas eu le même discours, mais j'étais un peu frustré par cette safety car par rapport aux conditions. La vraie relance, elle a lieu au 22e tour et elle va changer le destin de la course puisque Verstappen s'exclut de la lutte pour le podium à cause d'un tête-à-queue et Piastri va perdre la victoire à cause d'une manœuvre bizarre au moment de la relance. Une pénalité lourde, beaucoup discutée, mais selon moi qui est assez purement logique
logique d'après le règlement. Il n'y avait aucune mauvaise intention de la part d'Oscar. Je pense pas qu'il ait voulu jouer un jeu un peu malin, un peu tactique avec Verstappen. Donc ça, de ce côté-là, ça va. Mais il a simplement fait, à mon goût, une action trop dangereuse. Et c'est aussi la justification des commissaires, puisqu'au moment où la safety car éteint ses lumières, Piastri écrase littéralement les freins, près de 60 PSI de pression, je crois. Il passe de 218 à 52 km/h en à peine 140 mètres. Et Max passe clairement à deux doigts de la grosse catastrophe. Et je trouve pas que Max en ait rajouté, contrairement à ce que Andrea Stella a un petit peu insinué et avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Or, Piastri, à ce moment-là, eh bien, il menait le peloton, il devait donc agir sans mouvement brusque, en tout cas, s'il relance, c'est franchement, et ensuite il ne s'arrête pas, s'il freine, ce n'est pas de manière trop forte, c'est lui, à ce moment-là, la safety car, entre guillemets, donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire quand on regarde le règlement, ouais, ça tombe complètement sous le coup d'un pilotage erratique, et ça va avec 10 secondes de pénalité. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire pour sa défense, même si c'est léger. Lui, il a dit qu'il avait freiné pareil lors de la première relance. Je pense pas que ce soit un bon argument parce qu'en fait, ça s'est peut-être joué à pas grand-chose aussi sur la première relance, mais il faut dire aussi que la deuxième, c'était encore plus appuyé au niveau du freinage. Et comme je l'ai dit, une fois que le safety car a éteint les lumières, c'est Piastri, la safety car, jusqu'à la ligne de relance. Donc pour moi, ça reste une faute, surtout dans ces conditions dangereuses. Et c'est très différent de Russell au Canada, car au Canada, la safety car était encore de sortie, on était encore sous un régime de safety car, c'était pas un restart, et George n'a clairement pas freiné de manière aussi forte et de manière aussi soudaine qu'Oscar. La télémétrie le prouve largement, il n'y a pas photo entre les deux cas, clairement, c'est pas comparable. Et donc avec ces 10 secondes, eh bien c'est Norris qui a fini par s'imposer. Il est passé devant au moment de l'arrêt au stand, puisqu'ensuite on a eu 30 tours fluides, sans réelle interruption, où la piste s'est mise à sécher et à une dizaine de tours de la fin, tout le monde a chaussé de nouveau les pneus slick. Et donc c'est là que ce résultat final, un petit peu bizarre, un petit peu particulier, avec ces 10 pilotes dans les points qui sont pas forcément dans l'ordre auquel on s'attendait, s'est dessiné. Honnêtement, c'était un beau carnage et on va essayer de reprendre tout ça en détail pilote par pilote pour comprendre la course de chacun. Et comme chaque lundi, on commence avec la même conclusion, on ne pouvait pas battre McLaren hier. On le sait, on l'a déjà vu cette saison, cette voiture et ces deux pilotes sont prenables le samedi où il y a des petites erreurs des pilotes, où les écarts sont clairement plus faibles qu'en course à tous les échelons de la grille et où la MCL 39 brille un petit peu moins dans cet exercice, surtout sur un circuit de pneus avant, surtout dans les conditions un peu fraîches de la veille. Clairement, voilà, en qualif c'est faisable, mais en course, cette voiture, elle est très souvent intouchable. Et là, elle était clairement, largement, puisqu'elle ne dégrade absolument pas ses pneus. Elle a un rythme parfait, elle a un équilibre parfait, ce qui a été vraiment le point noir de beaucoup de ses adversaires. Bon, voilà, clairement, c'était encore largement pour McLaren hier. Max a fait illusion un petit temps, à peine une dizaine de tours, je dirais, mais en fait, il n'avait clairement pas de quoi rivaliser hier. Et je dirais que Max a perdu le Grand Prix en faisant la pole. Je m'explique. Cette Red Bull, on le sait, elle est très capricieuse cette saison, elle a beaucoup de mal à trouver de l'équilibre et c'était encore plus le cas avec l'upgrade, la nouveauté sur les pontons qu'ils ont apporté qui a complètement déréglé l'équilibre de la voiture. On l'a vu notamment vendredi où c'était très compliqué. Du coup, l'équipe a fait un gros pari sur son réglage en prenant un aileron et un niveau d'appui digne de Monza, extrêmement déchargé alors qu'on est sur un circuit totalement complet, avec notamment des grosses portions rapides, des virages rapides et des virages lents. Il y a de tout à Silverstone. C'était vraiment dingue de voir cette configuration aéro du côté de Red Bull. C'était fou, mais ça a permis d'être certes catastrophique dans les lents, mais très rapide dans la ligne droite. Et grâce au talent de Verstappen, de tenir sur un fil dans les rapides, c'est vraiment exceptionnel. Et c'est en ça que sa pole est complètement époustouflante, parce qu'il a réussi à tenir une voiture extrêmement déchargée, comme Monza, sur un circuit comme Silverstone, donc franchement exceptionnel. C'était le genre de pole qu'on a déjà vu faire Max récemment, où quand il arrive premier à la fin, on se dit comment il a fait. C'est un petit peu comme à Suzuka par exemple. Donc clairement c'était exceptionnel, bravo encore une fois à l'équipe qui trouve les bonnes solutions et à ce pilote qui est le meilleur de la grille. Mais malheureusement, ce pari osé s'est complètement retourné contre eux en course à cause de la pluie, puisque la voiture n'avait absolument aucun appui et détruisait complètement ses pneus. C'était visible, c'était dingue. Max n'avait aucun grip, c'était une folie. Je ne sais pas si ça aurait marché sur le sec, j'aurais été curieux de voir ça, mais sous la pluie, c'était juste intenable, il n'y a rien d'autre à dire.
Max a résisté comme il a pu face au McLaren en faisant des petites pertes de contrôle, il était vraiment sur un fil. Il y a 2 petites erreurs qui font passer les 2 pilotes McLaren, puis il y a une grosse erreur à la relance du tour 22 avec des pneus déjà un petit peu abîmés qui lui fait perdre complètement le podium. Après, il est retombé en 10e place et il est longtemps resté coincé à cet endroit-là, preuve qu'avec cette réglementation, même sous la pluie, même avec une voiture qui est censée être plus rapide, eh bien t'es un petit peu coincé, ce qui encore une fois me fait regretter les points noirs de cette réglementation. Mais bref, après Verstappen a passé Sainz, puis a passé les pneus slick au bon moment et arrive finalement, au prix d'une grosse fin de course, à sauver la 5e place, qui est quand même assez incroyable quand on pense à son erreur du tour 22. Donc au final, ouais, le week-end de Verstappen, c'est des dégâts limités en course, une pole exceptionnelle et un Grand Prix injouable avec une grosse erreur. En tout cas, ma conclusion à l'arrivée, quand je le vois, c'est quand même de me dire que la fin de saison va être longue pour lui, vu le niveau des McLaren. Il va pas choper beaucoup de victoires. La Red Bull, elle a plein de problèmes. Et ça fait seulement maintenant 4 victoires sur les 25 derniers Grands Prix pour lui. Clairement, le vent a tourné. Et bon, du coup, on a eu le droit à un nouveau duel entre les pilotes McLaren. J'avais trouvé que le samedi, leur 2Q3 laissait un petit peu à désirer. Tous les deux se ratent dans un des derniers virages lors de la dernière tentative. Norris ne bat pas la 2e tentative de Piastri qui pourtant n'est pas améliorée. Donc bref, il y a des choses à redire dans les deux et je pense que finalement, assez logiquement, normalement, la pole aurait dû leur revenir. Encore une fois, leur travail en qualif n'a pas été exceptionnel. Sans être mauvais non plus, parce qu'ils partent 2e et 3e. En course, j'ai globalement trouvé qu'ils avaient un rythme similaire, même si ça n'a pas été toujours facile à mesurer. Alors Piastri, oui, s'est échappé et avait 10-15 secondes d'avance au moment où arrive la safety car pour la météo. Donc clairement, il aurait largement gagné s'il n'y avait pas eu cette interruption. Enfin après, avec des si, on refait le monde, mais vous voyez ce que je veux dire. Il avait construit une marge très dure à reprendre. Mais quand ils ont couru l'un derrière l'autre et qu'il n'y avait pas Verstappen dans l'équation pour en bloquer l'un plus l'autre, globalement l'écart a été stable, notamment sur le dernier très long relais, en tout cas les 30 derniers tours, et à la fin on a même vu que Norris avait du rythme. Donc j'ai envie de me dire qu'il faut arrêter maintenant, je parle aussi beaucoup pour moi, de tenter de trouver à chaque course une supériorité de rythme à l'un ou à l'autre, parce que avec l'exemple de ces dernières courses, même ces 12 courses cette saison, je pense qu'on peut dire qu'ils sont à un niveau quasi équivalent, modulo l'aisance sur un circuit particulier et modulo surtout les petites erreurs le samedi et le dimanche qui font finalement une énorme partie du résultat. Et c'est encore une erreur qui a décidé du résultat ce dimanche, puisque Piastri va perdre sa victoire qu'il tenait pourtant clairement à quasiment 2 mains, à la relance du Grand Prix. Il aurait dû gagner 100 fois hier, mais comme on l'a dit en Autriche, on commence à avoir peut-être des signaux un peu troublants, en tout cas qui ne ressemblent pas forcément à Oscar, avec de l'énervement, des petites bêtises, et ouais, le côté gentil enfant qui disparaît, et je pense que c'est normal quand tu joues le titre. Sa frustration à l'arrivée est légitime, il vient de perdre une course qu'il aurait dû gagner, on l'a dit, mais bon, ça n'enlève pas que pour moi la pénalité est logique et j'ai trouvé qu'aucun de ses arguments ne faisait vraiment mouche, ça ne marche pas, je pense que malheureusement on ne peut pas vraiment le sauver dans cette situation et c'est sa faute, et malheureusement c'est une faute qu'un champion ne peut pas commettre s'il veut le titre. Et après, il y a cette fameuse radio où je pense qu'il ne faut pas trop en faire, mais il a quand même demandé à l'équipe s'ils étaient partants pour rééchanger les positions vu que la pénalité était injuste. Et pour moi, il a fait là une petite erreur, Oscar Piastri, avec cette radio, même si McLaren encourage ses pilotes à tout dire. Pour moi, dans sa position, je pense que là, il a un petit peu fait une erreur. Déjà parce que la demande, elle était infondée. Jamais McLaren n'allait échanger les positions, ça aurait complètement détruit la relation entre les deux pilotes, les papaya rules, tout aurait volé en éclats d'un coup. Et d'ailleurs, même Piastri lui-même l'a reconnu à l'arrivée de la course, McLaren n'aurait pas dû échanger les positions. Et après, je trouve qu'en faisant ça, Oscar Piastri montre qu'il a un petit peu perdu à ce moment-là son sang-froid, qui est pourtant l'une de ses grandes forces. Alors oui, si c'était arrivé à Verstappen, Red Bull aurait hurlé, aurait porté 27 réclamations, mais bon, je pense que ça n'aurait rien changé au destin du pilote, qui a commis une faute que malheureusement on ne peut pas vraiment contrer légalement. Et puis pour McLaren, c'est beaucoup plus compliqué de contester parce que ça voudrait dire se battre pour enlever la victoire à Norris. On rajoute en plus qu'il est chez lui à Silverstone, donc c'est très très gênant pour l'équipe, c'est complètement même impossible de mon point de vue de la part de McLaren de faire quoi que ce soit. Et donc malheureusement la conclusion, c'est qu'un petit peu comme en Autriche lors de son blocage de roue, Oscar Piastri s'est perdu un petit peu tout seul la victoire hier en faisant une faute que son adversaire, que son coéquipier lui n'a pas commis.
C'est presque rien, on est d'accord, et je pense qu'il ne faut pas suranalyser tout ce qui s'est passé, c'était un petit détail, et malheureusement il n'a pas pu faire grand chose ensuite, mais voilà, c'est un petit peu trop quand on joue le titre, en tout cas ça fait la différence, et quand je vois cette radio, ces mots et sa déception à l'arrivée, ouais, je me dis qu'il n'a pas agi forcément de manière très papaya hier, Piastri en tout cas il a tenté un truc pas très papaya, et surtout ma conclusion c'est que ce qui s'est passé l'a touché, et c'est la première fois qu'on voit quelque chose le toucher autant, il est un petit peu sorti de son personnage, break character comme on pourrait dire en anglais, on n'a pas revu ce Piastri froid, insensible, et c'est clairement pour moi le signe que la lutte au titre est en train de l'impacter, il n'y a rien de plus normal, et j'ai hâte de voir la suite pour lui, parce que la dynamique entre les deux, elle évolue de week-end en week-end. Et donc c'est Norris qui s'impose hier de façon, oui, c'est vrai, chanceuse, il faut le dire, et je pense qu'il a presque lui-même reconnu, quand on voit l'avance de Piastri avant la safety car, quand on voit le scénario, très clairement Lando il aurait dû finir deuxième hier, au terme d'un week-end où je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, j'étais déçu de sa qualif, j'étais déçu qu'il ne confirme pas totalement son renouveau brillant de l'Autriche, on n'a pas vraiment revu la même chose. Mais bon, il se qualifie dans le même centième que son coéquipier et surtout, et c'est là que tout le mérite lui revient, il est l'un des seuls à avoir fait une course sans erreur du début à la fin en tout cas. Piastri en a commis, Verstappen en a commis, eh bien pas Lando Norris et c'est là-dessus qu'il a gagné. Ça c'est le plus important je trouve. Voilà maintenant, 8 points d'écart entre les deux, d'un niveau clairement très proche, quasiment équivalent. Piastri qui vit une période un petit peu plus dure, avec plus de coups durs en tout cas. On l'a dit depuis le Canada, la lutte, ça y est, elle est bel et bien lancée, elle va avoir lieu entre les deux. Et l'ambiance de cette course et de l'après-course me laisse présager des rendez-vous futurs, peut-être de plus en plus tendus. Et derrière... Quelle émotion! Ça y est, Nico Hülkenberg ne terminera pas sa carrière en Formule 1 sans le moindre podium. Après 239 départs, c'est arrivé, record battu. Et honnêtement, c'est fou de se dire qu'il est là depuis 2010, qu'il fait partie des meubles. Personnellement, c'est un pilote que j'ai l'impression d'avoir toujours vu courir. Et je me suis rendu compte qu'hier, que je m'étais fait à l'idée que oui, il n'aurait jamais son petit trophée. Eh bien si, il l'a eu et ça m'a un peu fait le même sentiment, en moins fort évidemment, que lorsque Johann Zarco a eu sa première victoire, voilà, tu te dis, ça n'arrivera pas, c'était le rêve de tout le monde, j'ai envie de dire, vu la joie de tout le paddock, et c'est arrivé, et c'est un grand moment de bonheur. Mais la question c'est comment s'est-il retrouvé là? Comment a-t-il décroché son premier podium dans une Sauber et en partant 19e puisqu'on le rappelle il avait une nouvelle fois fait une qualif décevante derrière Bortoleto, il était le dernier sur la grille vu que Colapinto partait des stands. Et bien déjà il y a 5 pilotes devant lui qui tentent le pari dans le tour de formation, donc en fait il n'est plus vraiment 19e sur la grille mais plutôt 14e, le départ est normal, il reste 14e on va dire, mais Ocon et Lawson se touchent et ça lui permet de passer devant, 12e, et puis il plonge sur Stroll à Brooklands, il est finalement 11e dès le milieu du premier tour, et donc finalement, un petit peu comme quand il a marqué des points en Espagne, en Autriche ou au Canada, Nico est excellent sur les débuts de course et capitalise, bénéficie, est opportuniste vis-à-vis des problèmes des autres. Après, Antonelli s'arrête pour les pneus secs et ne repassera jamais devant, ça fait 10e, puis il va être le tout premier à remettre des pneus intermédiaires, ça va changer beaucoup de choses dans sa course, c'est dès la fin du 9e tour, avant que la pluie ne revienne vraiment fortement dans le 10e et surtout le 11e tour, c'était un excellent call de Sauber puisque quand la pluie, ça y est, redouble d'intensité et que tout le monde doit repasser au stand pour les intermédiaires 2 tours après Nico, eh bien il est 5e seulement devant par le trio tête Hélène Stroll. Grâce à ça, en fait, Hülkenberg, à ce moment-là, il a doublé via les stands Tsunoda, les deux Williams, Alonso, Gasly et Hamilton. Incroyable coup de la part de Sauber. Et ensuite, il va simplement tenir cette 5e place. Alors Max spin, donc ça fait 4e. Ensuite, la piste s'assèche, le DRS est autorisé, Lance Stroll est en galère avec son Aston, Hülkenberg passe à la première opportunité, ça fait 3e. Et j'ai cru qu'il allait une nouvelle fois terminer 4e quand on a vu la remontée d'Hamilton, qui à un moment donné avait le DRS, mais le Britannique va faire une petite erreur dans l'enchaînement rapide Magos-Beckett-Chapelle, je crois au tour 38 ou 39, quand il avait le DRS, ça va le mettre au-delà de la seconde, il n'arrivera jamais ensuite à retrouver le DRS. Peut-être que les pneus aussi ont eu un petit peu de surchauffe à ce moment-là. Et Hamilton ne menacera plus Hülkenberg, va tenter d'être le premier des deux à remettre des pneus secs, sauf qu'on l'a vu clairement hier,
Plus tôt tu remettais les pneus secs, moins bien tu étais positionné vu que la piste était encore pas mal mouillée. Donc Hamilton va faire des erreurs dans son tour de sortie. Hülkenberg va couvrir le tour d'après. Il aura 10 secondes d'avance sur la Ferrari en sortie des stands avec un petit peu moins de 10 tours à faire. Et il va être vraiment très bon sur ce dernier tour pour résister au retour de la voiture rouge. Et donc scorer, ça y est, ce premier podium. Et on voit donc qu'après un mauvais samedi, puisqu'il faut s'en rappeler, son samedi est mauvais, le dimanche a été parfait de la part du pilote, comme très souvent les dimanches, et aussi de la part d'une écurie Sauber qui montre des signes très encourageants récemment du côté technique, la voiture, et du côté exécution, encore une fois, parce que là, il y a tous les bons choix dans la course de Sauber. Bravo, bravo. Exceptionnel podium mérité, le premier depuis 13 ans. Je ne croyais jamais revoir ça très clairement. Et à l'arrivée, on a donc la preuve ultime que cette stat du 0 podium, elle ne voulait absolument rien dire. Bon, on le savait, même si certains restaient un petit peu trop focalisés là-dessus. Et c'est pas parce que maintenant Hülkenberg a un podium qu'il est plus fort ou qu'il faut relire toute sa carrière jusqu'ici. Non, son talent et son niveau de performance, on l'a toujours souligné. Il n'y a que ceux qui ne faisaient pas attention, qui finalement se trompaient sur lui. Clairement, Hülkenberg, on l'a dit, à 2-3 détails près, il aurait conduit une meilleure voiture dans sa carrière, il aurait déjà eu plein de podiums, peut-être même des victoires, peut-être même plus, et la perception du grand public à son sujet serait différente, alors que pourtant c'est le même pilote. Bref, je suis vraiment très très heureux pour lui et finalement presque très heureux pour un pan de la Formule 1, tous ceux qui sont là depuis 10-15 ans, qui l'ont vu, qui ne pensaient jamais qu'il aurait ce podium, bah ça y est, hein, l'histoire est vraiment magnifique, sa saison est excellente, c'est exceptionnel pour Sauber et finalement je réitère ce que je disais mercredi dans la vidéo Mercato, si jamais Red Bull perd Max, le candidat logique, c'est Nico Hülkenberg. Un mot maintenant de son adversaire pour le podium, un podium qui aurait été tout aussi beau et émouvant, c'est Hamilton dont le week-end restera finalement comme frustrant vu le résultat pur. On a eu cet espoir fou d'une pole, la première ligne sûrement lâchée dans les derniers virages du dernier tour de Q3 et cette 4e place à l'arrivée qui stoppe sa série à Silverstone. Le podium se perd sur des détails, hein. Un premier relais peut-être un petit peu lent, un arrêt pour remettre des intermédiaires de la part de Ferrari un poil trop tardif, en tout cas 2 tours après Hülkenberg, ça le fait ressortir derrière l'Allemand, derrière aussi Stroll et Gasly. Il y a aussi plusieurs erreurs dans la cour d'Hamilton, on l'a vu aller hors piste plusieurs fois, même si à chaque fois c'était sans grandes conséquences. Il y a eu du temps perdu dans les nombreuses batailles qu'il a eues, notamment plein face à Russell. Il y a aussi ce magnifique double dépassement à Village sous la pluie. Pour moi, c'est pour l'instant le dépassement de la saison, on n'en parle pas assez. Ensuite, il a fallu doubler Gasly et Stroll et il a buté sur Hülkenberg et j'avoue que c'est un petit peu frustrant du coup de le voir terminer 4e parce que son rythme de course ne lui a pas permis de devancer une Sauber qu'il avait en ligne de mire sur les 15 derniers tours. Un petit peu frustrant. Lui-même n'était pas pleinement satisfait de son rythme de course, hein, dans une Ferrari, on va y revenir, qui est vraiment pas évidente du tout à conduire dans ces conditions. Et puis voilà, les espoirs de podium se sont définitivement envolés quand il a chaussé les pneus secs avant Hülkenberg. Il a certes fait une erreur, mais je continue de penser que vu les exemples de Russell et d'Alonso juste avant, c'était un petit peu tôt de la part de Ferrari pour l'arrêter. Je comprends l'idée de l'undercut, mais en fait à ce moment-là, c'était l'overcut qui marchait, c'était s'arrêter après son adversaire pour le laisser galérer en premier sur une piste un peu plus mouillée. Alors forcément à l'arrivée, ça peut être un petit peu dur pour Hamilton, mais personnellement, je préfère garder l'accumulation de positifs le concernant, ça reste un très bon résultat, et dans la lignée de l'Autriche, il est de plus en plus à l'aise, de plus en plus en phase avec la voiture, depuis qu'elle a retrouvé une certaine stabilité et qu'elle roule plus proche du sol, c'était un des grands faits de ce week-end. Eh bien, il arrive, ça y est, à en extraire vraiment le potentiel. C'est très positif pour la suite. Il a été ce week-end le pilote Ferrari le plus rapide en termes de rythme pur pour la première fois de la saison. Il a battu Leclerc vraiment à la régulière sur une qualif. Il prend confiance. Alors oui, il y a peut-être le facteur Silverstone parce que visiblement il a un truc avec ce circuit. Mais voilà, j'ai vu ce week-end dans la lignée de 2-3 autres où ça s'améliore, des raisons concrètes d'être vraiment positif pour la suite de Lewis Hamilton dans cette saison. Il est en train de se trouver dans cette SF25. Une SF25 qui va mieux, qui aurait presque joué la pole à quelques virages près le samedi, qui va dans le bon sens quand même, j'ai envie de dire globalement, mais qui reste incroyablement difficile à régler. La fenêtre d'utilisation est ultra fine et oblige les deux pilotes à conduire de manière inconfortable contre nature
encore plus dans les conditions délicates. Et puis, il reste des problèmes profonds sur cette voiture, des soucis de comportement, j'ai envie de dire. Il y a le lift and coast en temps normal, il y a plein de petits tares qui empêchent toujours d'être à 100%. Il y a une performance qui a été très compliquée dans les virages lents. Et maintenant, sorti de nulle part, il y a ce gros souci dont on ne peut pas parler, on ne sait pas ce que c'est lors des qualifications, mais apparemment c'est grave en tout cas. Leclerc en a parlé et ça arrive de temps en temps à l'un des deux pilotes. Tout ça, c'est autant de preuves que la conception de cette voiture comporte des soucis profonds dont il faudra se débarrasser pour l'an prochain, tout comme finalement se débarrasser des problèmes de communication persistants avec les pilotes, avec les stratégies. Voilà. Trop de fois chez Ferrari, le pilote sort de la voiture et est frustré parce qu'il a le sentiment de ne pas avoir été écouté, d'avoir été laissé seul, qu'on ne lui ait pas donné les infos, qu'on ne lui ait pas fait la bonne stratégie. Ça, c'est trop récurrent ces derniers temps chez Ferrari, alors qu'on avait vu, je trouve, une amélioration sur les dernières années. En tout cas, des problèmes, il en a eu un paquet ce week-end, Charles Leclerc. Alors déjà, il y a ce fameux truc qu'on va appeler comme ça en qualif, et puis globalement, voilà, un manque de performance et beaucoup trop d'erreurs. Il lui manquait en gros un 10e par rapport à Hamilton sur la première partie du week-end, et sa position en qualif est vraiment décevante, même si je l'ai trouvé, encore une fois, peut-être un petit peu trop dur avec lui-même. Je lui en veux pas pour ça, parce que c'est sa manière de réagir, mais voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop parce que certes, oui, comme il l'a dit, il a moins ce truc lors de la qualif où il est vraiment excellent, il va chercher les derniers dixièmes, c'est vrai que ça fait un moment qu'il galère, mais je pense que c'est surtout dû à la manière dont sont construites les dernières Ferrari qui sont des voitures plus difficiles à utiliser en qualification. Rappelons aussi qu'il a eu ce fameux souci, on ne sait pas quoi, mais qui apparemment l'a handicapé. À un virage de la ligne, il est deuxième sur la grille et il se retrouve au final dans le même dixième qu'Hamilton. Donc oui, certes, c'est pas ce qu'il veut et je comprends qu'il soit frustré par une voiture qu'il doit conduire de manière contre nature, mais ça va, ça va. En fait, le gros point noir, c'est clairement beaucoup plus sa course. Alors, le pari du tour de formation se comprend et globalement, j'ai pas envie d'accabler les pilotes qui ont tenté ce pari. Je pense que ça tenait d'une certaine logique, surtout quand tu espères prendre un bien meilleur résultat que de rester sagement assis dans le peloton. Mais voilà, c'était son choix et encore une fois, notamment sous la pluie, eh bien Leclerc s'est trompé. J'ai l'impression que très régulièrement dans ce genre de situation, il lit la stratégie à l'envers, se perd, se retrouve très loin, n'arrive jamais à remonter. Et là-dessus, très clairement, la différence avec Hamilton est assez difficile pour Leclerc. À partir de là, sa course elle est cuite, tous ceux qui ont tenté ce pari après ne pouvaient plus espérer grand chose, mais avec un rythme quand même malgré tout délicat et des dépassements au couteau sur les deux Williams, il se retrouve quand même à la fin sur les pneus secs 8e je crois, il aura donc pu sauver entre 4 et 6 points peut-être, mais il y a eu trop d'erreurs. Alors je serais indulgent sur celle où apparemment sa visière s'est remplie d'eau, mais il y a ensuite celle sur Hamilton, quand Hamilton sort des stands, là Leclerc part aussi hors de la piste tout seul, et puis surtout il y a cette énorme erreur à la fin, alors qu'il est dans les points en pneus secs, il perd la voiture complètement à Stowe, il va au large complètement dans les graviers. Alors ouais, je pense que clairement la Ferrari était pas terrible à conduire hier, mais Leclerc lui, il était complètement en perdition, j'ai envie de dire quasiment du début à la fin du Grand Prix. Et cette erreur finale qui lui coûte les points, elle est beaucoup trop grosse, c'est peut-être même la plus grosse erreur du Grand Prix, hors pilotes qui ont eu un accident. Week-end donc extrêmement délicat pour le Monégasque. Alors il ne faut pas tout remettre en question puisque sa saison elle est quand même globalement excellente, mais c'est le genre de performance et d'erreurs qui remettent un petit peu de doute, combiné à Ferrari qui a constamment des difficultés, la voiture n'est pas assez bonne, et bien ça contribue à rendre le cas Charles Leclerc parfois un petit peu désespérant. Pilote exceptionnel, top 5, top 3 de la grille, pas la voiture pour gagner, pas souvent de la chance, pas vraiment aidé par son équipe depuis trop longtemps, mais régulièrement, trop régulièrement pour un top pilote, il y a ce genre de Grand Prix de trou où les erreurs remettent un petit peu de doute. Alors je répète doucement, il porte globalement Ferrari sur ce début de saison, 4 podiums, 3 sur les 4 dernières courses, voilà, vraiment, c'est une bonne saison de Leclerc. Mais voilà, à l'arrivée, c'est douloureux et le voir dire que c'est l'une des pires courses de sa vie, encore une fois, dans ce genre de conditions, ça fait mal à la tête pour lui, je trouve. Et mal de crâne aussi pour Mercedes qui repart avec seulement 1 point et avec aussi une occasion gâchée, je trouve. On le sait, cette voiture, elle est dépendante de la température et quand ça s'est rafraîchi le samedi, elle a pris vie
et d'un coup Russell a comblé la demi-seconde qui le séparait du groupe de tête pour n'échouer qu'à 1/10 de la pole. Voilà, malheureusement pour eux, ils sont dépendants de la météo. Mais Russell n'en a rien fait de cette bonne position de départ car il a pris le pari comme Leclerc de l'arrêt lors du tour de formation qui lui a coûté trop cher. Dommage car je trouve qu'il avait vraiment un bon gros rythme. Il allait tellement vite avec ses pneus hard sur les 10 premiers tours qu'il n'avait finalement pas perdu tant de temps que ça. Quand tout le monde s'est arrêté pour remettre les pneus intermédiaires, lui y compris, eh bien il était dans la même course qu'Hamilton alors qu'Hamilton avait fait un arrêt de moins. Donc finalement Russell, malgré des pneus hard qu'on lui a mis 2 fois, c'était peut-être pas le meilleur choix d'ailleurs, eh bien il était là, il était très rapide George Russell, je pense qu'à quelques détails près, il s'en serait très bien sorti. Quand la course est tassée, il s'est retrouvé dans le peloton avec les mêmes pneus que tout le monde et à la manière de Verstappen, il n'a pas pu ressortir de là, il est resté coincé très longtemps derrière Gasly et il s'est alors un petit peu impatienté en voulant repasser très tôt les slicks, en voulant être courageux. Ça s'est retourné contre lui parce que c'était injouable, il a remis les slicks sûrement 3-4 tours un petit peu trop tôt, il a eu ce spin et à l'arrivée il ne sauve qu'un point et encore c'est parce que Leclerc a fait une grosse erreur et qui enlève 2 pilotes des points. Sinon, il n'y aurait pas eu de points hier pour Mercedes. Donc c'est frustrant, c'est un mauvais week-end de la part de l'équipe qui n'a pas fait les bons choix. George aussi qui n'a pas été très inspiré avec certaines de ses décisions lors de la course. Et c'est dommage parce que je pense que vu les conditions, vu tout ce qui s'est passé, s'il avait suivi une stratégie normale, classique, je pense que de manière assez naturelle, la 3e place lui tendait les bras. Avec des si, on refait toutes les courses. Mais bon, clairement hier, Russell s'est gâché un podium qui à mon sens devait lui revenir. Quant à Antonelli, pas de points pour la 5e fois en 6 courses, c'est très très dur, mais là pour le coup, je trouve qu'il n'y est pas pour grand chose. Sa qualif déjà, elle est bonne, il est à 3/10 et demi de Russell, ce qu'on peut considérer comme acceptable, mais il paye sa faute de l'Autriche sur la grille. Il est ensuite rappelé au stand à la fin du premier tour pour passer sur les pneus secs sous la VSC, mais ce pari, on le sait, était perdant et en plus il s'est complètement écroulé, il était en perdition, c'était vraiment catastrophique, même si je vais garder de l'indulgence pour les rookies qui ont dû rouler dans ces conditions. C'était aussi le cas de Bortoleto, Hadjar et Berman. Et après, malheureusement pour lui, sa course s'arrête dès le 18e tour quand Hadjar ne peut l'éviter à Copse. Donc malheureusement pour Antonelli, certes, il y a eu des tours difficiles en pneus secs sous la pluie, mais bon, il n'a pas pu vraiment faire ses preuves lors de la course, je trouve. Et sinon, dans les points, on retrouve 2 grands gagnants, Gasly et Stroll, mais qui ont pourtant tous les deux fait 2 week-ends très très différents, preuve qu'il ne faut pas lire simplement le résultat brut. D'un côté, on a Pierre, qui a été pour le coup exceptionnel du début à la fin. Pour moi, c'est le meilleur pilote du week-end, parce que c'est celui qui a été le plus irréprochable. Déjà, il passe en Q3 avec une Alpine qui avait plutôt le niveau de la Q1 avant qu'on y fasse les bons changements. Et le dimanche, il a été exceptionnel. 8e sur la grille, 6e après les paris de Russell et Leclerc. Il passe Alonso au départ, il se retrouve 5e, mais il va perdre cette position parce qu'on va l'arrêter 1 et 2 tours après Hülkenberg et Stroll, et donc il se retrouve à ce moment-là, je crois, 6e, 7e puis 6e après le sprint de Verstappen. Ensuite, Hamilton est passé après une belle défense qui a été vraiment excellente face à Russell, qui lui n'est jamais passé face à une Alpine qui pourtant était la moins rapide des voitures dans les points. J'ai trouvé très clairement, notamment lorsque la piste s'est mise à sécher. Mais Pierre, lui, il a tenu, il a fait une course admirable, sans erreur, vraiment exceptionnelle. Et cerise sur le gâteau, en pneu sec dans le dernier tour, il va doubler de magnifique manière Lance Stroll pour aller chercher la 6e place. Donc ouais, clairement, exceptionnel, il n'y a rien à redire sur le week-end de Gasly et je le redis, pour moi, c'est le meilleur pilote de ce week-end à Silverstone. Et c'est pas pareil à mon sens pour Lance Stroll qui pourtant prend un résultat extrêmement similaire, les deux sont côte à côte dans le dernier tour. Déjà Lance Stroll, lui, il a pas du tout été exceptionnel le samedi puisqu'il est encore éliminé en Q1 quand Alonso va en Q3, il prend 4/10 d'écart, il est battu pour la 24e fois consécutive, ça fait 1 an qu'il n'a pas battu Alonso. On était parti sur le même week-end, très compliqué et anonyme. Mais après en course, même s'il est resté complètement en piste, il n'a pas commis d'erreur et encore une fois dans les conditions très difficiles, il montre qu'il arrive à sortir un petit peu du lot, mais quand même tout a tourné dans son sens. Déjà au départ, il y a 5 voitures qui se trompent de pneus, qui disparaissent, il y a Ocon et Lawson qui s'accrochent, et donc en ayant été doublé par Hülkenberg dans le premier tour, eh bien il passe de 17e
à 11e. Et puis ensuite, Aston a fait une masterclass stratégique incroyable, alors que sur le coup, je croyais qu'ils étaient en train de faire n'importe quoi. Déjà, il y a ce premier arrêt à la fin du 5e tour, au moment où on sait que la pluie va revenir et que ceux en pneus secs se sont trompés, eh bien, on fait passer Stroll des intermédiaires au soft. Une folie, mais surtout un arrêt rapide, puisqu'effectué sous la VSC et effectué pile au moment où la dynamique s'inverse entre les intermédiaires et les pneus slick, et donc Lance Stroll va profiter pendant quelques tours d'une voiture qui a les bons pneus par rapport à ceux qui n'ont pas fait le même choix que lui, et donc il va gagner de précieuses secondes avant, deuxième bon coup, d'être l'un des premiers à repasser de nouveau les intermédiaires seulement 4 tours plus tard, un tour seulement après Hülkenberg et un tour avant tous les membres du top 10. Et donc, c'est ce double coup de génie ultra audacieux qui le place 4e à la relance, 3e après le spin de Max. Voilà pourquoi il s'est retrouvé à jouer le podium grâce à ce coup d'Aston. Ensuite, le dernier tiers de sa course est quand même plus compliqué. Il va perdre 4 positions, dont 2 dans les 3 derniers tours, pour ne finir que 7e dans une voiture qu'il a qualifiée à l'arrivée de pire merde qu'il n'ait jamais conduit. J'ai trouvé ça exceptionnel. Donc au final, quand je fais le bilan, je trouve qu'il faut prendre sa 7e place avec beaucoup de pincettes, puisque sa qualif, elle est catastrophique déjà. Son rythme, il a très clairement glissé. Lui-même s'est trouvé très très lent à l'arrivée. Et c'est le coup stratégique complètement fou et génial d'Aston qui a changé la destinée de sa course, même si, je le redis, encore une fois, dans des conditions compliquées, il a été bon, sans erreur, et il a réussi à se mettre en valeur. Et du coup, Alonso était frustré à l'arrivée car il a fait un bien meilleur week-end que Lance, une meilleure qualif, une meilleure course, très clairement, il n'y a pas photo, mais il n'a pas eu, lui, cette stratégie complètement folle, sûrement par conservatisme, sûrement parce qu'il était trop bien placé, contrairement à Lance Stroll. Il était 6e au moment où on arrête Stroll dans les premiers tours, donc finalement, c'était plus dur pour Aston de prendre des risques avec son meilleur pilote qui avait une position qu'il ne voulait pas perdre sur la piste. On n'aurait sûrement pas tenté la même chose. Malheureusement, ce manque de panache stratégique lui fait perdre 2 positions sur Hülkenberg et sur Stroll. Et une fois coincé derrière Russell et Hamilton, il ne pouvait pas vraiment viser plus haut. En plus, peut-être pour tenter de se rattraper, il a été le premier pilote appelé au stand pour repasser les pneus secs, mais on a vu que c'était clairement 3, 4, 5 tours trop tôt, il était en perdition et à un moment donné, il se retrouve même dernier, il perd beaucoup de temps. Au final, il remonte 8e et il sauve une 9e place dans les derniers tours face à Albon. Alors, chez Aston, le plus rapide a eu tous les mauvais choix et inversement, parce que clairement, je le dis, avec la même stratégie que Stroll, vu son rythme, vu sa course, vu son week-end, c'était podium hier pour Alonso. Quant à Albon qui a volé la 8e place à Alonso dans les tout derniers tours, finalement pour lui aussi les paris et les accidents du premier tour combinés à un dépassement sur Tsunoda lui permettent de se retrouver direct 9e derrière Sainz et ensuite il est toujours resté derrière son coéquipier. Il y avait un long moment max entre les deux. Il était même finalement 10e derrière Carlos après avoir remis les pneus secs. Il allait probablement terminer à cette position après un Grand Prix complet derrière son coéquipier. Mais devant, image qu'on n'a pas bien vue à la caméra, on a vu Leclerc perdre sa voiture, sauf que juste derrière lui, il y avait Sainz qui tentait de le doubler. Il a touché Sainz, ça l'a emmené hors de la piste, ça a aussi causé des dégâts, notamment sur son aileron avant. Et donc le pauvre Carlos, c'est comme ça qu'il est sorti des points et ça a permis à Albon de passer de 10 à 8 et d'inscrire 4 points pour une écurie Williams qui n'était encore une fois pas hyper à l'aise ce week-end, encore une fois doublement éliminé en Q2. Le manque d'amélioration par rapport aux autres commence de plus en plus à se faire ressentir. Et donc pour Sainz, on vient de le dire, vraiment pas de bol. Il avait fait une bonne qualif, il faisait vraiment une très bonne course, il allait marquer des points lui aussi. Donc clairement, il mérite mieux que ce qui lui est arrivé. Et sa malchance sur les dernières courses, elle est vraiment absolument dingue. Autre perdant dans cette course folle, Esteban Ocon qui n'a pas pu profiter du grabuge à cause d'éléments indépendants de sa volonté. Déjà, il ne part que 14e à cause d'une mauvaise communication de l'équipe qui ne le prévient pas que Verstappen arrive lors de son tour de sortie en Q2. Il doit bloquer les pneus, ça détruit totalement ses chances de passer en Q3. Et puis au départ, il est pris dans le sandwich avec le sol. Il ne peut rien faire et c'est déjà un miracle qu'il puisse continuer. Ensuite, comme souvent, Haas a tenté un pari, celui de ne pas s'arrêter.
c'était pas mal, ça a duré, il est remonté 7ème Esteban dans les points, mais à un moment donné c'était trop dur, il fallait rechausser un nouveau train d'intermédiaire, il pleuvait trop, il a fini par s'arrêter et vu que tout le peloton était regroupé sous la safety car, eh bien il est ressorti dernier, le pari avait clairement échoué. Coup dur, mais il a retenté un autre pari en étant encore une fois l'un des derniers à s'arrêter au moment où cette fois il fallait repasser les pneus secs. Il ressort des stands 11e. Je pense que du coup, il aurait marqué des points après l'accrochage entre Leclerc et Sainz, mais Biermann se rate en tentant de l'attaquer dès son tour de sortie. Ça envoie Esteban dans l'herbe et ça clôt sa course. Franchement, grosse frustration car on le sait capable de bénéficier de ce genre de conditions de course. Je trouve que sa course, elle est vraiment top, mais son premier pari a échoué et ensuite son coéquipier lui est rentré dedans. Dommage, frustrant et en plus d'autant plus frustrant que les évolutions apportées par As ont semblé fonctionner ce week-end. On verra sur les prochaines courses. Quant à Tsunoda, encore une fois, je l'ai trouvé extrêmement malheureux ce week-end. Déjà, il doit passer en Q3, mais il a un souci, une perte de puissance en Q2 qui l'élimine. Et ça, franchement, il n'a pas de bol. En course, sur une Red Bull qui n'a pas les mêmes évolutions que Verstappen, il est pris, il fait partie du sandwich du départ et il n'y a pas vraiment de faute de sa part. Ensuite, on lui fait rechausser des pneus intermédiaires vraiment tard. Il se retrouve 13e, on ne l'a pas aidé. Il se rate malheureusement en attaquant Biermann, il prend 10 secondes de pénalité, il se retrouve dernier dans une voiture qui manque de rythme et qui n'avait absolument aucun appui et dans laquelle, on le sait, il n'a aucune confiance, encore moins dans ces conditions. C'est un calvaire en ce moment pour Yuki et encore une fois, clairement tout n'est pas de sa faute. Je dirais même que une grosse majorité des choses n'est pas de sa faute. Et pour terminer sur les pilotes, une page sur les rookies pour qui c'était très dur hier. Ils ont quasiment tous abandonné, ou presque. Déjà on a Colapinto qui se met dans le mur en Q1 le samedi et qui ne prend même pas le départ le dimanche à cause d'une boîte qui lâche au moment où il rentre mettre des slicks à la fin du tour de formation. On a Lawson qui n'est pas vraiment un rookie, mais bon, vous me l'accorderez vu les circonstances, qui est victime de ce sandwich au virage 4. On a Hadjar qui avait battu son coéquipier en qualif, mais qui s'arrête en Q2 dans une séance compliquée pour Racing Bulls et qui se retrouve ensuite tout au fond du peloton avec le pari du tour de formation qui n'a pas marché et ensuite il ne voit pas Antonelli à Copse, sa course s'arrête dans un gros choc contre le mur. On a Bortoletto qui avait commis une erreur en FP3, qui bat Hülkenberg encore une fois en qualification, ça arrive de plus en plus souvent, mais qui fait le mauvais pari au départ et qui se fait surprendre en pneus secs sur une piste encore mouillée. Et on a Biermann qui fait une qualif absolument exceptionnelle, 8e, splendide, magnifique, mais qui se gâche encore une fois la vie tout seul avec une nouvelle infraction sous drapeau rouge. Ce n'est pas la première fois, c'est dingue. Ça le relègue 18e sur la grille et après, lui aussi rentre dans le tour de formation, se retrouve loin et malheureusement accroché par Tsunoda et finit par accrocher son propre coéquipier, ce qui est le crime de lèse-majesté. Voilà, c'était très dur pour Biermann et c'était surtout très dur pour les rookies ce week-end. Bon, quand on voit ce débrief, sa longueur, sa densité, un débrief que j'ai vraiment mis du temps à faire, beaucoup plus que d'habitude, j'ai essayé d'être le plus précis, le plus juste possible, vu tout ce qu'il s'est passé. Voilà, clairement, on se dit qu'on a assisté à une course de dingue, et ça fait du bien d'en avoir une comme ça, toutes les 10-15 courses, avec la météo et les stratégies. Il va falloir clairement y aller doucement sur les conclusions. Le résultat final brut n'a pas vraiment de sens sans tout le contexte de 52 tours très agités et les performances des voitures ne sont pas représentatives de ce qu'il se passe réellement cette saison. Toujours est-il qu'il me faut noter tout le monde et ça a été, je vous le cache pas, super dur. Après ce genre de course, c'est toujours un vrai calvaire. Donc je vais rappeler que je note l'entièreté du week-end, le samedi, le dimanche, tout ce qu'il s'est passé. J'essaye de tenir compte des erreurs, de leur gravité, de ne rien oublier de la course des pilotes, d'effacer le facteur stratégie, chance, malchance. Il faut tout prendre en compte. Je note toujours, je vous prie de me croire, avec la plus grande impartialité, mais plus que jamais aujourd'hui, vu la difficulté, j'attends 1, votre indulgence et 2, vos notes pour m'aider à savoir là où j'aurais pu me tromper. Au passage, je vous le redis, on a parfois des désaccords dans les notes et c'est toujours très constructif, je vous en remercie. Mais si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi la note que vous auriez mis par rapport à la mienne. Parce que si vous me dites juste n'importe quoi cette note et que je ne sais pas si vous voulez la rehausser, la baisser ou de combien, voilà. Et si c'est seulement d'un demi-point ou d'un point qu'on n'est pas d'accord, voilà, on peut se dire aussi qu'il y a une certaine marge d'erreur. Bref, j'ai trop parlé, mais les notes me font un peu peur en ce moment, donc je préfère un petit peu mettre du disclaimer, parce qu'avec ce Grand Prix de fou,
compliqué de s'y retrouver. Comme je l'ai dit, Gasly a été le meilleur pour moi ce week-end. Samedi exceptionnel, dimanche parfait dans une Alpine pourtant assez délicate, la moins bonne du plateau à mon sens. Hülkenberg, Grand Prix sensationnel, mais pas plus car on rappelle sa qualif et aussi il a bénéficié de ce départ où littéralement 8 pilotes ont disparu devant lui et aussi la stratégie a changé son destin. Bravo à Sauber, donc je ne monte pas beaucoup plus haut. Norris lui n'a pas fait une qualification mémorable, mais son Grand Prix est sans erreur. Il a été, je trouve, le meilleur des 3 hommes de tête, des concurrents au titre et je pense que je l'aurais noté pareil s'il n'avait pas hérité de la victoire. Hamilton est passé à quelques détails près d'une sacrée perf, à la fois le samedi et le dimanche, mais il a fait vraiment un top week-end. Le Grand Prix à la fin est peut-être un poil frustrant, mais c'est clairement de mieux en mieux, c'est très bien. Alonso, qualif excellente, Grand Prix excellente, juste la mauvaise stratégie malheureusement. Verstappen, sa qualif valait 10, son Grand Prix dans une Red Bull difficile est beaucoup plus compliqué et il y a cette grosse erreur qui le fait redescendre dans la hiérarchie, mais il aura quand même une meilleure note que Piastri parce qu'il y a cette qualif qui est vraiment hallucinante. Sainz aussi a 7,5 puisque sa qualif est devant Albon, il est dans les points devant Albon tout du long, mais malheureusement à la fin il se fait complètement avoir par Leclerc, il méritait beaucoup mieux, il ne faut pas l'oublier. Piastri justement, on en parle, sa qualif est on va dire acceptable, son Grand Prix est excellent avec un super rythme, mais il y a cette faute qui lui fait perdre la victoire et je pense peut-être 2 points dans la note ici. Stroll lui aussi à 7, mais on va le dire, on va un petit peu tempérer, il n'a pas les mêmes notes qu'Alonso, Gasly, Hülkenberg parce que sa position est meilleure que le niveau qu'il avait ce week-end entre la qualif et la stratégie qu'il a sauvée et le rythme final. Bon, ça laissait à désirer. Albon lui a été battu dans une qualification un petit peu brouillonne de son côté. Il est chanceux d'être devant son coéquipier à la fin. Bon, mais c'est reste quand même une performance acceptable, tout comme Ocon, dont la qualif a été détruite par son tour de sortie, qui a tenté 2 coups stratégiques qui n'ont malheureusement pas pu marcher, qui a été sorti par Biermann. Voilà, assez malheureux Esteban hier, il aurait pu se retrouver avec des points. Russell, lui, a été magnifique en qualif, mais il a fait 2 fois les mauvais calls. C'est vraiment dommage, il a gâché un bon résultat. Ensuite, on a les accidentés. Bortoleto, il y a l'accident déjà en FP3, il y a le crash dans le Grand Prix, même si les conditions sont difficiles. Après, je n'oublie pas que sa qualif était bonne et devant Hülkenberg. Adjar, finalement, c'est pareil, devant son coéquipier en qualif. Mauvais pari et crash dans des conditions horribles qui sont un petit peu des circonstances atténuantes. Tsunoda a été très malheureux en qualif et dans la stratégie, le tout dans une voiture qui est vraiment difficile à mesurer, mais il y a quand même eu des erreurs de sa part. Quant à Leclerc, il a la plus mauvaise note avec Biermann parce que entre une qualif décevante, le fait qu'il a été moins rapide qu'Hamilton, qu'il ait encore une fois raté sa stratégie et qu'il ait fait beaucoup trop d'erreurs, ça ne va pas. Quant à Biermann, qualif magnifique, mais il s'est tué tout seul cette qualif en FP3. Il a raté son pari et il a aussi fait trop d'erreurs, notamment une impardonnable sur son coéquipier, donc c'est compliqué. Et puis on a 3 pilotes non notés. Antonelli, dont la qualif était correcte, qui a galéré en pneus secs, mais bon, je lui en tiens pas énormément rigueur et qui a un abandon assez tôt qui n'est pas de sa faute. Quant à Lawson, il est sorti en Q1, donc attention, mais bon, il n'a même pas fait un tour, donc on passe. Et Colapinto, lui aussi, il a du bol, car il y a un crash le samedi, mais il a littéralement pas pu faire de Grand Prix, donc pareil, je passe l'éponge. Vous avez aussi des notes des équipes qui ont été également très dures à mettre. C'était long, je vous remercie, et on se retrouve dans les commentaires pour ajuster toutes ces notes très dures à mettre. Avant de se quitter, un point rapide sur les classements. Comme d'hab, on a Norris qui revient à 8 points de Piastri. Ça va être exceptionnel sur la fin de la saison. On a Russell et Leclerc qui font du surplace pendant qu'Hamilton prend 12 points et Verstappen 10. Antonelli, lui, reste encore à 0. Et on a le gros coup d'Hülkenberg dans la lutte pour la place de meilleur des autres. Et derrière, dans l'autre partie des points, on a Adjar à 21, Stroll à 20 et Gasly à 19. Côté équipe, McLaren est encore un peu plus seul au monde après Silverstone et Ferrari, elle, reprend 2 points à Red Bull et 11 à Mercedes dans la lutte pour la 2e place. Donc malgré les regrets, c'est comptablement une bonne opération. Et puis il y a ce coup de fou de Sauber qui passe de 9e à 6e. Williams ne paraît plus vraiment à l'abri. Derrière, on a la mauvaise opération de Racing Bulls qui fait du surplace pendant qu'Aston continue un peu plus d'avancer dans un midfield qui est vraiment fou. As, elle, malheureusement, est à la place qu'elle mérite depuis quelques courses et qui n'a pas marqué de points. Et puis on a Alpine qui a mis 8 points, quasiment doublé son total, mais il y avait trop de retard. Et puis les autres aussi ont fait un gros coup.
Et sur ce, on a été complet, du moins je l'espère. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Là, vous êtes d'accord, pas d'accord, vos notes, ce que j'aurais pu rater, les conclusions que vous tirez après cette course, les choses qui vous passent par la tête. Allez-y, je vous lis, je vous like, je vous réponds. D'ailleurs, en parlant de like, n'hésitez pas à en lâcher un si vous voulez me soutenir, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et on se quitte avec Enzo Ferrari qui dit que quand même, que ce soit Hülkenberg qui empêche la série de podiums d'Hamilton à Silverstone de se poursuivre et le premier podium d'Hamilton en rouge, c'est que vraiment il y a une malédiction sur la Scuderia. Franchement, le premier podium d'Hülkenberg, c'est comme la 33e victoire d'Alonso. C'est le genre de truc qui normalement n'arriveront jamais. Et bien c'est arrivé le jour où Hamilton allait signer un podium en rouge à Silverstone. Bon, voilà, très dur. À bientôt.